Voilà. Monsieur Évariste Kouété, bienvenue. Merci, monsieur Secrétaire national de l'UDPS. Oui, en charge de la justice et des droits humains. Justice et droits humains. Comment est la santé de la justice en République démocratique du Congo? Ben, écoutez, il y a des très gros progrès. On ne peut pas dire que c'est suffisant, mais nous sommes encore en train d'y travailler. Voilà. Alors, il y a de pourparlers actuellement au niveau des Nairobi, avant que nous ne parlions du calendrier électoral. Aujourd'hui, c'est le 3e round. Le président Félix Tshisekedi y était, mais en visioconférence. Le président Paul Kagame et Kaguta Museveni. Est-ce que attendez-vous à des résultats probants de ce énième round? Mais écoutez, on ne peut pas aller, on ne serait pas entré dans ce processus sinon. Nous espérons qu'il aboutisse effectivement. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est un peu particulier par rapport aux autres démarches. Dans ce sens que l'option militaire a aussi été levée. Ce ne sont pas des simples discussions. L'option militaire, parce que, oui, parce que le chef de l'État, lui, il a parlé d'abord de l'option diplomatique. Non, mais elles sont parallèles, elles sont concomitantes. C'est la particularité même du processus de Nairobi. Tous ces pays ont convenu d'avoir des forces, une force conjointe pour neutraliser les forces négatives. Est-ce qu'il faudra-t-il faire confiance à cette force régionale quand on sait que la plupart, ce sont des bourreaux de la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Alors, il y a une méfiance de la part de la population de l'Est. Absolument, absolument. Et c'est légitime, c'est justifié. Mais simplement, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la paix en RDC n'est pas simplement une affaire des Congolais, parce que toute la sous-région va en pâtir. Et si ça continue, ça va s'empirer et contaminer peut-être même toute la région. Et je crois que rien qu'à ce titre-là, nous devons agir ensemble. Paul Kagame a parlé, il dit, dans son speech virtuellement, ce qui se passe en RDC, c'est qu'il y a des accords qui n'ont pas été respectés. Et que c'est ce qui serait beaucoup plus à la base de l'insécurité dans l'Est, surtout avec l'M23. Oui, je crois que c'est une des particularités du système Tshisekedi. C'est un système qui ne négociera pas sur la paix et la sécurité de ses concitoyens. Mais il y a des accords qui n'ont pas été respectés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous assure que le système Tshisekedi ne négociera pas ni sur la paix, ni sur la sécurité, et encore moins sur l'intégrité territoriale. C'est ça, c'est l'une de nos particularités. Et je crois que les autres partenaires savent d'entrée de jeu qu'il n'y aura pas de concession quant à notre intégrité territoriale, la paix ou la sécurité. Mais la communauté internationale impose à ce qu'il y ait dialogue, impose à ce qu'il y ait des pourparlers directs avec l'M23. Mais quand il y a une résistance, c'est comme si vous vous opposez à cette communauté internationale, vous vous opposez à l'Ouganda, au Rwanda, à toutes ces multinationales qui alimenteraient l'insécurité dans l'Est. Ben écoutez, d'abord pour commencer, quand vous parlez de communauté internationale, c'est une notion assez vague, c'est une nébuleuse qui peut tout contenir. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a des forces effectivement négatives qui ne veulent pas que, pour des raisons propres à ces forces-là, qui ne veulent pas que le Congo se remette debout. Mais il faut les rassurer. Le Congo ne se mettra pas debout seulement pour les Congolais, c'est également pour toute la sous-région, pour l'Afrique tout entière et même pour l'humanité. Alors, par rapport à ce qui se passe au niveau de Luanda, il y a des groupes rebelles qui sont allés, hormis le M23. Une discrimination. Ben écoutez, vous savez qu'il y a Codeco, FRPI, il y a d'autres groupes rebelles qui... Oui, mais il s'agit même de la nature du groupe rebelle.
Vous savez que depuis toujours, on a tenté de nous faire croire que le M23, c'était des Congolais qui avaient certaines revendications. Et dans notre communication, nous avons bien fait comprendre que c'est une force négative d'agression. Les M23. Voilà. Et c'est toute la particularité. Alors, aujourd'hui, l'M23 est présenté comme terroriste. Vous ne voyez pas que c'est un verrou. Un verrou qui bloquerait même des négociations au niveau de Luanda. 7 mois après, c'est comme si nous sommes en train de surfer sur les mêmes échecs qu'il y a de cela 7 mois. Qui a de cela 7 mois. Non, mais c'est une situation qui perdure depuis non, plus de 18 ans. Mois, Nairobi, c'est pas assez. Oui, mais il faut prendre le problème dans sa globalité. Il ne faut pas en faire des séquences. Moi, ce que je pense qu'il faut retenir sur la question, c'est que il n'y a pas échec et il y a certaines personnes avec qui on ne peut plus discuter aujourd'hui. Comme le M23. Oui, c'est sans condition qu'ils doivent se retirer et que le retour de la paix se fasse dans cette partie de notre pays où nous avons tant souffert, nous avons perdu des milliers de frères, de sœurs, de parents. Et c'est une situation inacceptable qu'on veut nous faire accepter, qu'on veut normaliser. Et moi, je crois que c'est très important de soutenir non seulement l'approche du chef de l'État, parce qu'elle est... De ne pas négocier. Non, 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 c'est une... Je parle de son approche, l'approche qu'il a du problème. C'est une approche qui est très complète parce qu'elle met... elle associe tous les responsables de cette situation, responsables par action ou par omission. Et je crois que c'est très important que le peuple le comprenne et que nous puissions non seulement le soutenir, mais également fournir des efforts chacun là où il est pour que le message puisse passer. Avec l'intervention de la force régionale, il y aurait cette zone tampon. Vous ne voyez pas que c'est aussi une manière de pouvoir aliéner la souveraineté de la RDC? Non, mais il ne faut pas que les gens soient alarmistes. Sous quelle autorité sera placée cette zone tampon? Elle sera, c'est toujours le territoire national congolais. Donc il s'agissait plutôt de... c'est une situation qui implique plusieurs forces et c'est naturel que toutes ces forces-là entrent en musique pour que la paix revienne au plus vite. Et ceux qui sont là au niveau des Nairobi, après négociation, vont-ils réintégrer la vie sociale ou... quel sera leur sort? Mais tout Congolais a le droit de vivre sur le sol congolais avec... Mais il y a des présumés criminels hein, jusque-là. Oui, moi j'ai une position... Moi j'ai une position personnelle, c'est que on ne peut pas absoudre... on ne peut pas absoudre les crimes, surtout ceux qui sont contre l'humanité, 10 crimes contre l'humanité. Alors moi je pense, encore une fois, qu'il faudrait continuer à soutenir le chef de l'État, nos forces armées et nos services de sécurité, qui ont beaucoup souffert de cette intégration consécutive des forces négatives et qui, à un certain moment, manifestaient une certaine lourdeur et n'arrivaient plus à atteindre ces objectifs. Alors, maintenant, il y a le dialogue, il y a le calendrier qui s'invite, le calendrier électoral, et ce calendrier électoral qui a été publié par Denis Kadima. Est-ce que c'est déjà un pari réussi pour l'UDPS? Ben écoutez, à vous entendre parler, on dirait que c'est l'UDPS qui organise les élections. Mais parce que c'est une entité, la CENI est une entité indépendante, mais nous saluons que sous notre leadership, les techniciens ont eu les moyens nécessaires pour publier ce calendrier qui prévoit les élections dans le délai constitutionnel. Voilà. Et oui, est-ce que le fait de publier les calendriers, cela montre qu'il y aura respect de ces calendriers parce qu'il y a des contraintes? Mais c'est déjà une étape. Bon, oui, il y a une quand il n'y a pas de calendrier, il y a des contraintes, non, n'oubliez pas. Quand il n'y avait pas de calendrier, tout le monde s'en plaignait. Et nous également, l'UDPS, en tant que partie prenante au processus électoral. Aujourd'hui, c'est déjà un pas. Il y a le calendrier. Aucun des partenaires ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Alors maintenant, est-ce que par rapport à ça, il y a de contraintes? Il y a de contraintes sécuritaires, il y a les contraintes
contraintes financières. Absolument, absolument. Il y a des contraintes économiques et tout ça. Mais parlons d'abord des contraintes. Vous ne voyez pas que ces contraintes risquent de remettre en cause tous les efforts de la CENI? C'est en effet une probabilité, et surtout une probabilité quand on décide d'être pessimiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que les élections, c'est un cycle normal en démocratie et qu'on ne pourra pas remplacer les élections par autre chose. C'est vrai qu'il y a des contraintes persistantes, mais ça ne peut pas empêcher la CENI de continuer à se préparer. Parce qu'une fois que ces contraintes disparaîtront, on ne pourra pas dire, allez, commençons à nous préparer, mais non, non. La préparation, elle doit exister, elle doit être là. Et bien sûr, entre-temps, nous travaillons pour que ces contraintes disparaissent. Rutshuru, dans la mesure du possible. Rutshuru, Kiwanja, à l'allure où vont les choses, si on organisait les élections aujourd'hui, ceux qui sont là, ça sera difficile qu'ils puissent voter. Non, mais vous parlez de faits futurs avec, en prenant en compte des situations actuelles. Mais on est d'accord, écoutez, on est d'accord que c'est deux choses différentes. Le calendrier, c'est une planification d'activités qui vont nous mener au vote, au scrutin. Et que cette planification-là, elle doit exister. Les contraintes, il faut les constater, elles ne peuvent pas être présumées. Alors, vous parlez des contraintes, mais la situation sécuritaire, parce que tout à l'heure, je vous ai posé au niveau de Rutshuru, au niveau même des Goma, parce que jusque-là, Goma serait menacé, bon, ça reste encore à vérifier. Et vous ne voyez pas que ceux qui sont là avec le crépitement des balles, ce sera difficile pour eux de pouvoir s'enrôler, surtout que le calendrier est déjà sorti. C'est un fait si la situation n'évolue pas. Mais vous n'allez pas demander à la CENI de ne pas planifier l'enrôlement de nos frères de Goma ou de Rutshuru. C'est planifié, c'est prévu. Et on espère vraiment vivement que la situation va évoluer. Parce qu'avec la situation qu'il y a, la situation sécuritaire, où on fait appel au mouvement terroriste, donc le mouvement qui écume l'insécurité dans l'Est, Codeco, FRPI, sans prendre les M23, vous ne voyez pas que la situation risque de s'enliser et que le processus électoral risque d'être biaisé? Non, je crois que vous faites un peu le mélange de tout. Je crois que ce n'est pas lié à notre cycle électoral qui doit être respecté et régulier. La situation actuellement, c'est vrai qu'elle est pour une certaine partie du territoire un peu compliquée, mais la situation peut évoluer. Et le calendrier de la CENI, justement, doit être fait en prévision du fait que tout va être arrangé entre-temps. Voilà, du fait que tout va être arrangé. Mais gouverner, c'est prévoir. Absolument, c'est pour ça qu'il faut un calendrier. Alors, l'UDPS est prête pour les élections? Allez, sans dévoiler nos stratégies internes, je crois que nos tournées, que nous avons appelées tournées de redynamisation de la base... Juste dans 2 communes, hein, et plutôt dans 2 provinces? Non, vous n'avez pas l'information. Nous en avons fait plusieurs, le Bas-Congo, le Bandundu, le Kasaï oriental, Lubumbashi, Kisangani, je crois que vous avez eu les images de Kisangani. Alors, là où il y a beaucoup de polémiques, là, au niveau de Quel genre de polémique? Polémique par rapport à la foule. Tantôt, c'est une foule qui a été invitée par un pasteur. Ah, mais ça, c'est le l'UDPS a voulu saisir l'occasion. Écoutez, si un pasteur... C'est une polémique. Oui, mais si un pasteur est capable de faire venir des milliers de personnes... Et vous êtes agrippé Laissez-moi parler. Non, ça n'a jamais été question d'une campagne. Tous ceux qui étaient là étaient venus pour l'adresse du secrétaire général de l'UDPS. Et si ce pasteur-là est capable de faire adhérer toute cette masse-là à cette idée-là, je crois que ça doit encore faire un peu plus peur, quoi, parce que ça veut dire qu'ils voteront les yeux fermés pour l'UDPS. Alors, on a constaté déjà au niveau des nominations, au sein de l'UDPS, nomination au niveau des AT, nomination au niveau des bourgmestres. Non, ce n'est pas des nominations au niveau de l'UDPS, c'est des nominations, c'est par ordonnance. Oui, c'est par ordonnance, que des citoyens tels que vous avez dit. Il y a certains au niveau de l'UDPS qui ne sont pas... Pas seulement.
au niveau de l'UDPS qui ne sont pas tout à fait contents, qui sont mécontents, parce que vous allez vous rendre compte, donc une même personne qui bénéficie de 2 ou 3 ordonnances, tantôt du même administrateur dans une entreprise, cette même personne, elle est athée, cette personne, elle est aussi bourgmestre. Et ça, c'est compliqué. Il y a même d'autres qui commencent beaucoup plus à murmurer. Qu'est-ce qui se passe? Non, les murmures, ils existent partout. Mais c'est quand des cas pareils, vous le connaissez, non? Non, je n'en ai pas en mémoire. Je n'en ai pas en mémoire, mais sinon... Mais ce sont les militants, les cadres qui nous ont rapporté ça. Mais au fait, regardez tel cas. Une personne qui est bourgmestre, administratrice et ainsi de suite. Vous savez, la particularité de notre parti, c'est que c'est un parti qui s'est longtemps battu pour la liberté d'expression. Et donc, c'est un parti au sein duquel les gens s'expriment librement. Et moi, ce sont des frères. Pour moi, je ne sais pas dire, faute d'éléments, si leurs revendications sont fondées ou pas. Et vous n'avez pas constaté ça? Ils en ont totalement le droit. Vous n'avez pas constaté? Non, des informations que j'ai en ma possession, il n'y a pas eu de mandataire qui a été à la fois mandataire et nommé administrateur du territoire. Et maintenant, aujourd'hui, UDPS est vraiment servi dans toutes ces nominations. Écoutez, l'UDPS dont vous parlez... est gracieusement servi. Non. L'UDPS dont... Les gâteaux est vraiment... Et ça, c'est l'UDPS qui décide, ce n'est pas au FCC. Donc cette fois-ci, si l'UDPS veut avoir 70%, l'UDPS en aura. J'ai le droit d'en placer une. Allez-y. Voilà. Monsieur Jean-David, l'UDPS dont vous parlez, c'est une machine, une très grosse machine qui s'est battue pendant plus de 40 ans pour... s'il vous plaît, pas pour l'aisance matérielle, pas pour le matériel. On s'est battu pour les idées en lesquelles nous croyons encore aujourd'hui. Et je crois que tout ce que nous faisons, c'est dans le but justement d'atteindre notre idéal. L'état de droit, le progrès social, la démocratie. Le reste, c'est une question de tactique, c'est une question de stratégie. Le reste, c'est ça. Mais sinon, l'UDPS a des objectifs et des buts bien connus du grand public. Voilà. À l'UDPS, il y a aussi des intelligences grises comme Kouété. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Voilà, merci. Tout à l'heure, et notre invité. Merci.